Alors, en introduction du colloque sur le handicap, que nous organisons donc avec les partenaires AGFIP, Cap Emploi, Malakoff, Samet, je vais demander à Sylvain Marceau de nous faire un historique de ce qu'est le handicap dans l'entreprise et sa prise en compte. Merci. Donc, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer. Donc, chers camarades, institutionnels, associations, invités. Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, la CGT Nord-Pas-de-Calais est présente à Lille aujourd'hui au Salon des CE. Pour le comité régional CGT Nord-Pas-de-Calais, piloté par Philippe Dudkevich, chargé de mission CGT Handicap, au travail en partenariat avec la GFIP. Cette journée est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Les manifestations organisées à cette occasion nous invitent à modifier le regard que nous portons sur les personnes handicapées. Notre journée d'aujourd'hui participe donc à parler haut et fort du handicap dans notre société. Je commencerai mon introduction à cette belle rencontre sur le handicap au travail sur une citation d'Aristote. Il n'est pas de pire injustice que de traiter également des choses inégales. L'approche globale par l'égalité des droits, ouvert à tous, a permis de nombreuses conquêtes sociales. Mais il est apparu nécessaire de singulariser des actions vis-à-vis des travailleurs en situation de handicap, ce qu'on appelle les TSH, qui dans l'entreprise comme dans la société doivent y avoir toute leur place. Encore trop souvent écartés du travail, plus exposés à la précarité et au chômage que les salariés valides, leur situation interpelle les acteurs syndicaux de manière spécifique. Rappelons que les entreprises publiques ou privées de plus de 20 salariés sont légalement tenues d'employer des TSH à hauteur de 6% de leur effectif et qu'à défaut, elles sont tenues de verser une contribution financière à des organismes collecteurs tels que l'AGFIP, l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées pour le secteur privé ou le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées de la fonction publique. La CGT a donc décidé, dès 1993, au niveau confédéral, d'assumer ses responsabilités en portant un projet ambitieux autour de la mise en œuvre de différentes initiatives et d'outils syndicaux à destination des équipes syndicales, allant d'actions de sensibilisation, d'information et de formation syndicale jusqu'à l'aide à la négociation et l'accompagnement de militants d'entreprise dans nos négociations collectives. Aujourd'hui, nous devons, au travers de cette réunion sur le handicap au travail, traiter d'une problématique importante qui touche près de 12 millions de personnes dans notre pays. Donc une partie importante de nos concitoyens, selon certaines estimations officielles et en fonction des définitions et critères retenus, mais qui d'une certaine manière nous concernent tous, ou devrais-je dire plutôt, devraient tous nous concerner. Je veux parler des situations de handicap, handicap et travail, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap dans le monde du travail ordinaire. Que l'on aborde cette question par l'entrée du handicap dans l'insertion et ou l'inclusion sociale et professionnelle, la situation du handicap en milieu scolaire, dans le sport et les loisirs, dans l'environnement urbain, la mobilisation des autorités publiques comme des acteurs privés sur ces aspects est sans doute largement perceptible. Pour autant, les problèmes demeurent. On note ainsi une réelle évolution des droits des personnes concernées à travers les textes législatifs et réglementaires depuis 1987 qui sont venus progressivement et parfois tardivement au prix même de lourds contentieux liés à des cas de discrimination, encadrer et structurer la prise en compte des situations de handicap et pas uniquement la seule prise en charge, même si maintenant, avec les ordonnances Macron, nous sommes plutôt sur le reculoir avec la suppression des CHSCT. Je veux par contre aujourd'hui noter une situation paradoxale qui révèle le monde du travail et les données disponibles concernant les travailleurs handicapés. À mesure, en effet,
que le taux d'embauche des personnes handicapées augmente sous l'influence de mesures incitatives ou de pénalités. Nous sommes proches des 4% d'insertion en emploi direct. Les licenciements pour inaptitude connaissent en contrepoint une évolution importante. En l'an 2000, 70 000 cas d'inaptitude étaient prononcés. En 2016, 150 000 cas. Et cela ne va malheureusement que s'amplifier. Quand on sait que les personnes frappées d'un handicap connaissent des périodes de chômage de longue durée, plus fréquentes et plus difficiles encore à surmonter, et quand on sait aussi que les personnes victimes de handicap combinent plus souvent celui-ci avec un plus faible niveau de formation et une moindre qualification, alors nous devons réfléchir ensemble aux évolutions de la société qui sont nécessaires afin de répondre à leurs besoins. Et c'est sans compter encore le nombre croissant de travailleurs handicapés dont le handicap ne se voit pas et qui ne signalent pas leur statut de handicapé à leur employeur, ce qui par ailleurs peut aussi pénaliser ceux-ci dans l'atteinte du seuil fixé par la loi en termes d'intégration. J'ose cependant espérer que notre contribution, aussi modeste puisse-t-elle, pourra aider à éclairer utilement sur les leviers, les mesures et les moyens d'action qui permettraient d'améliorer, de compenser et de surmonter ces facteurs d'inégalité d'accès à l'emploi. Je formule donc le vœu que par notre regard porté ici sur certaines réalités régionales et surtout par nos préconisations, des voies d'amélioration seront mises en chantier ou confortées afin de répondre concrètement à ces situations qui portent atteinte plus ou moins sévèrement à la qualité et au confort de vie, à la sérénité de nombreuses personnes directement concernées, mais aussi à celles de leur proche entourage. L'humanité, au fil des siècles, n'a pas toujours traité avec bienveillance les personnes en situation de handicap. Les grandes civilisations romaines, égyptiennes, grecques, les traitaient comme des animaux, des pestiférés, les enfermaient dans des grottes et les immoler en sacrifice des dieux. Alfred Sauvy, économiste français, citait que l'humanité est vouée au progrès à perpétuité. Je pense que le handicap au travail est également voué au progrès à perpétuité. Le slogan de l'AGEFIP le démontre bien en signifiant que le handicap, c'est normal et c'est possible. Mais aussi, à certaines périodes, notamment le Moyen-Âge, le handicap faisait partie intégrante des sociétés de l'époque. Le roi Charles VI avait une déficience mentale, ce qui ne l'a pas empêché de régner plus de 40 ans sur le royaume de France. Dans la crise que nous traversons, nous ne pourrons pas gagner la bataille du handicap en ignorant le travail. Aussi longtemps que le travail sera considéré comme un coût, cette approche va accélérer la crise au lieu de créer une dynamique de solution. Ce constat est partagé mais ne donne lieu à aucune mise en œuvre pratique. Les mesures prises actuellement par le gouvernement ne concourent pas à donner de la lisibilité, ni un sursaut aux questions de qualité et de bien-être au travail. Et ils détériorent partout les conditions de travail et fabriquent des travailleurs à devenir handicapés. Et avec les libéraux que nous avons au pouvoir, cela ne va que s'accélérer. Pendant de nombreuses années, la politique de santé au travail a été déconnectée de la politique de santé publique, alors qu'elles ne doivent pas être séparées. Les questions de santé ne peuvent pas se cantonner au curatif et à détériorer notre protection sociale. Un renversement doit avoir lieu, car le travail est un des déterminants de la bonne santé. L'univers de la santé au travail doit changer, car l'efficacité se trouve dans le vivre et le travailler ensemble. La médecine du travail doit entrer couplée à des thèmes de santé publique, avec d'autres acteurs. Pour cela, il faut inventer de nouveaux lieux et de nouveaux temps, par exemple à travers les comités régionaux professionnels, pour rassembler les acteurs, fixer des priorités et agir. Les chômeurs et les salariés précaires sont en dehors du système. Le vrai risque serait de continuer à s'occuper de ceux qui ont un travail au détriment de ceux qui n'en ont pas. La solidarité doit être réorientée vers les plus exclus, dont les personnes handicapées qui n'ont pas d'emploi. Le poids des conditions de travail joue un rôle déterminant dans la qualité de santé mentale des salariés. Trop longtemps ignoré, cet aspect de la santé est aujourd'hui un enjeu d'avenir pour la vie et hors du travail.
Nous vivons une époque formidable où les technologies ont un vrai potentiel pour améliorer le contenu et les conditions de travail. Pourtant, à l'arrivée, les organisations du travail, marquées par la recherche de rentabilité, produisent des effets délétères sur la santé mentale, psychique et physique des salariés, révélés par différents travaux scientifiques. Camouflées sous le mot de stress, les psychopathologies atteignent des travailleurs, quel en soit leur âge, leur profession, leur catégorie. Ces clignotants nous alertent parce que dans une société qui valorise la performance individuelle et la rentabilité, le danger de leur généralisation existe. En faire le constat n'est pas suffisant. Il convient de remonter aux causes et de viser à y remédier. Le rapport entre les organisations du travail et les nouveaux risques pour la santé des salariés est devenu un sujet incontournable. Sous le poids des tabous, la santé mentale notamment a été trop longtemps laissée de côté. Mais aujourd'hui, des femmes et aussi des hommes ont exprimé et témoigné de leur souffrance. Nos syndicats et nos IRP ont donc un rôle primordial et majeur en ce sens. La CGT poursuit et mène une réflexion de fond sur ces questions. D'ailleurs, les conventions de partenariat avec l'AGFIP que nous négocions et développons, que ce soit au niveau national et ou régional, engagées dans la sensibilisation de nos élus et militants, la sensibilisation et la formation de nos militants sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap, permettre à nos élus, IRP et militants une meilleure approche de ces problématiques ainsi qu'une connaissance approfondie des lois et dispositifs. Notre action sur le terrain joue donc bien un rôle essentiel dans la formation syndicale de nos militants sur le handicap au travail. S'informer, connaître la loi de 2005, répondre à une demande suite à un avis d'inaptitude, faire connaître l'intérêt d'un statut de travailleur handicapé par la MDPH, connaître la législation en vigueur, connaître et négocier des accords d'entreprise sur le handicap, traiter les risques psychosociaux, l'épuisement professionnel. Voilà le cursus que nos militants doivent suivre s'ils veulent être à la hauteur des enjeux de la santé au travail. Partout, dans nos négociations d'entreprise, nous devons inscrire en filigrane des thématiques de ces négociations, notamment dans le bloc de la loi Rebsamen, qualité de vie au travail, le handicap, et faire avancer l'insertion professionnelle, donc combattre la désinsertion professionnelle, le maintien dans l'emploi, la formation professionnelle des travailleurs handicapés. Ne laissons plus gérer seuls les employeurs, les inaptitudes au travail, qui débouchent trop souvent sur un licenciement, faute de reclassement ou d'aménagement du poste. Nous avons, dans les différentes interventions que nous faisons, un constat. Les directions d'entreprise minimisent souvent le rôle des IRP, des CHSCT et des DP dans les dispositifs de maintien dans l'emploi, clairement définis dans la loi. Et si nous laissons faire, ici, nous savons tous comment cela se termine, à Pôle emploi. Pour la CGT, bénéficier d'un maintien dans l'emploi doit permettre aux salariés de faire évoluer leur parcours professionnel, leurs compétences. Aussi, il est essentiel de faire les suivis des demandes des DOTH sur nos lieux de travail. Il est aussi essentiel de cibler la pertinence du lien entre les SAMET, les services d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, les partenaires sociaux au sein des entreprises. Je rappelle ici que l'AGFIP s'est engagée à joindre à la transmission des DOTH les procès-verbaux des CHSCT ou CE. Notre organisation syndicale doit donc être partout un véritable acteur de ce dispositif. Le syndicalisme du XXIe siècle est confronté à des enjeux majeurs de santé au travail, non pas seulement physiques, mais aussi mentales. C'est donc bien de combattre ces discriminations visibles et ou invisibles. Nous avons à notre disposition tout un arsenal de textes pour intervenir efficacement, à condition de se les approprier, et nous avons surtout un moyen, un outil irremplaçable, la lutte syndicale. Aussi, devant un escalier, une personne en fauteuil est handicapée pour monter à l'étage, s'il n'y a pas d'ascenseur. S'il y en a un, elle garde son déficit fonctionnel, mais n'est plus handicapée dans sa liberté de se déplacer en toute autonomie. La situation nouvelle nous ouvre de réelles possibilités pour arriver à ce que tout change réellement. À nous de savoir et de vouloir jouer sur les multiples et profondes contradictions
entre le discours idéologique véhiculé par les textes et la réalité du refus de la satisfaction des besoins de protection sociale et d'emploi. La dégradation continue des conditions de travail engendre ce qu'il nous faut bien nommer une souffrance au travail. Alors que des millions de salariés sont privés d'emploi, ceux qui sont en emploi souffrent notamment de l'intensification du travail. La progression des maladies professionnelles et l'aggravation des accidents du travail renforcent le nombre de salariés plus rapidement en incapacité de travail et en invalidité. Victimes de la double peine, ils auront plus d'années de vie en incapacité au travail au sein d'une vie plus courte. C'est l'échec principal de 30 années de politique de santé au travail. Ainsi, on ne peut pas parler de droit à la retraite, du vieillissement, sans parler du travail. Le coût du mal-travail est estimé à 4 points du PIB, soit 80 milliards d'euros. C'est un drame humain et un gâchis financier. Agir sur le travail, porter l'exigence de sa transformation, c'est agir pour et en prévention. Porter l'exigence du droit d'expression des salariés sur leur travail participe du nécessaire débat sur la qualité du travail et l'exigence du bien travailler. Utiliser les CHSCT, les CEDPE, ou dans le futur les CSE, et poser les revendications sur l'organisation et le temps de travail pour combattre toutes les formes de souffrance est un enjeu humain et économique. Pour la CGT, cette démarche est une des conditions d'un développement humain durable. La démocratie au travail reste à construire à partir de son contenu, de son organisation. Soigner le travail, c'est répondre tant à l'interrogation sur le pourquoi je fais qu'à celle sur le comment je fais. Nous allons tout prochainement sortir un livret spécifique à l'intention de nos bases syndicales sur l'ensemble des problématiques du handicap au travail. Ce sera une boîte à outils et il sera diffusé partout dans les lieux où on parle du handicap. Nous travaillons également sur 2 courts-métrages sur l'histoire de l'humanité et du handicap, court-métrage qui, à partir des grandes civilisations jusqu'à nos jours, et un deuxième court-métrage depuis la création de la CGT en 1895. Qu'est-ce que la CGT a permis de faire évoluer pour les personnes en situation de handicap? Ce sera une première, jamais fait. La CGT sera à l'évidence dans l'innovation. En tout cas, pour ce qui me concerne, je vous remercie sincèrement de votre invitation sur un sujet, comme vous avez pu l'entendre, qui me tient à cœur, car traiter des problématiques du handicap au travail, c'est retrouver un peu d'humanité. Merci. Merci Sylvain pour ce panorama très complet de la prise en compte par la CGT du handicap au travail et de la manière de prévenir. Alors peut-être qu'avec Philippe, on va aborder quelque chose d'un peu plus historique, un peu plus, j'allais dire, rentrer dans le concret de ce qu'est la problématique du travailleur en situation de handicap, du salarié en situation de handicap. Donc Philippe, peut-être un petit historique de ce qui est de la prise en compte du salarié et du handicap. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'introduction de la notion de travailleur handicapé date de 1957. Donc exactement de 23 novembre 1957. Et il y a eu des évolutions. On a eu les évolutions, on a la loi d'orientation du 30 juin 1975 qui, elle, a créé ce que vous connaissez tous encore sous ce nom-là, qui est la Cotorep, qui depuis a changé de nom, qui est venue la CDAPH, puisqu'on entend encore souvent dans les entreprises dire Cotorep. Eh ben, ça n'existe plus. La Cotorep n'existe plus, elle est passée sous la CDAPH. Derrière ça, en 87, le 10 juillet 87, il y a eu justement la création qui imposait aux employeurs d'avoir au moins 6% de travailleurs handicapés. Donc ça date de 87, 97, 2007, 2017, 30 ans après. Pour certaines entreprises, on en est bien loin. On en est bien loin. Donc c'est ce qui a imposé effectivement derrière les pénalités, parce que je n'irai pas les amendes, puisque je sais que ça ne se dit pas les amendes, les pénalités que les employeurs payent. Des contributions. Des contributions, des pénalités, des contributions. Merci Jacques, je pense que tu as été à une bonne école avec la GFIP. Donc ces contributions que les employeurs payent, et que, quand ils n'ont pas les 6% de travailleurs handicapés.
On a également la loi de 91. En 1991, on a eu l'accord obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce qu'on appelle l'OETH. En sachant que les gens qui sont dans l'OETH ne payent pas de contribution aux AGFIP à ce niveau-là, au niveau lorsqu'ils rentrent dans ce qui est l'OETH. La loi de 2005 également, qu'on appelle les droits de la chance, la participation de la citoyenneté, où également tout devait être mis en place pour que les salariés, que ce soit toute personne handicapée, puissent avoir accès un peu à tous les lieux publics et à tout ça. Aujourd'hui, c'était prévu sur 10 ans. On se retrouve en 2017. On voit que ça a été repoussé, on repousse, on repousse. On est loin, très loin de ce qui avait été mis en place pour qu'en 10 ans, tous les accès publics, on sort du domaine du travail, mais tous les accès publics, les handicapés puissent y aller. On ne sort pas tellement du domaine du public, puisque une entreprise est un établissement recevant du public, le public étant les salariés, par extension. Donc il n'est quand même encore pas normal que toutes les entreprises ne soient pas aux normes pour accueillir des salariés handicapés. Parce qu'un comptable, qu'il soit sur ses deux jambes ou qu'il soit sur un fauteuil, c'est toujours un comptable. Encore faut-il qu'il ait les outils pour arriver à son poste de travail. Et donc qu'on repousse pour les bâtiments publics, j'allais dire, c'est une question d'argent de l'État, mais qu'on n'impose pas un peu plus aux entreprises de faire le maximum pour recevoir une part de salariés handicapés, là il y a un problème. Là on est tout à fait d'accord, c'est pour ça que là, au niveau, le travail est fait en commun avec la GFIP et les SAMET pour dire d'essayer de mettre ça en place dans l'entreprise. Je ne vais pas prendre un peu ce que les SAMET vont vous expliquer, quel est leur rôle effectivement à ce que le salarié qui est dans une situation de handicap puisse accéder à son poste de travail de ce côté-là. Pareil, on parle d'handicap. Aujourd'hui, vous parlez d'handicap, les gens parlent de l'handicap du fauteuil roulant. Voilà, ça c'est un handicap. En sachant qu'il y a différentes classifications d'handicap. On a l'handicap cognitif, c'est l'handicap, tout ce qui est problème de perception, de mémoire, d'intelligence. Et ça, on le voit pas. Aujourd'hui, on est là, on discute, on peut avoir ce problème cognitif. On a également l'handicap moteur, qui celui-ci malheureusement est beaucoup plus visible. On a l'handicap sensoriel également, qui prend, donc c'est l'audition, la vision, le goût. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un handicap au niveau du goût. Aujourd'hui, on ne saura pas qu'il est dans le cadre d'un handicap. L'handicap intellectuel, mental, l'handicap psychique. Et tout ça, vous le retrouverez, tous ces handicaps, on en parle, on les nomme, mais vous les retrouvez en panneaux très significatifs. Vous allez dans un commerce, vous allez quelque part, vous avez cette vision de l'oreille qui est barrée. Là, c'est un problème auditif. Vous avez l'œil qui est barré. Vous avez la personne qui est le plus connue qui est en fauteuil roulant. Ça, ce sont les images. Et derrière ces images, souvent, les gens ne mettent pas grand-chose. Tiens, il y a une image, il y a un mec dessiné en fauteuil roulant. Mais c'est vachement important, quoi. Alors, peut-être qu'il faut là parler du salarié qui ne déclare pas son handicap. J'allais dire, quelqu'un qui souffre d'agusie, puisque tu parlais de handicap du goût, n'est pas du tout handicapé pour travailler à l'organisation d'un salon professionnel, par exemple, puisque ce n'est pas un élément indispensable pour l'accomplissement du contrat de travail. On ne lui demande pas de reconnaître, d'être un palais ou quelqu'un qui souffrerait d'un handicap de l'odorat. Je veux dire, on n'est pas embauché dans une parfumerie à être déné. Donc ça... Mais l'employeur, lui, doit savoir quels sont les salariés qui sont en situation de handicap, quels qu'ils soient. Déjà, parce que ça pourrait lui permettre d'anticiper sur une tâche qu'on pourrait lui donner une incapacité à le faire et ne pas le mettre dans une situation d'échec avant même de connaître son handicap. Et d'autre part, de permettre à l'employeur, lui, d'avoir une contribution un peu plus faible à la GFIP, puisque les employeurs se plaignent que ce qu'ils appellent les charges, et qui sont des cotisations et des contributions, sont beaucoup trop lourdes, et là, il y aurait une source d'économie. Donc il faut aussi mettre les salariés devant leur miroir et devant leurs responsabilités en disant, vous êtes quelquefois en situation de handicap, mais vous ne le déclarez pas parce qu'il n'est pas visible. Et quand on parle du salarié sur un fauteuil roulant, c'est parce que celui-là, il frappe l'imagination et on se dit, oui, effectivement, il y a des gens qui ont besoin d'aménagement, parce que c'est ça qui fait peur. C'est comment je vais aménager mon entreprise pour qu'un salarié qui a un problème de mobilité, par exemple d'autonomie dans la mobilité, puisse arriver à son lieu de travail. Mais tu fais bien de signaler qu'il y en a plein d'autres. Mais si on veut marquer les esprits, il faut parler du fauteuil roulant. C'est quand même dommage, mais c'est comme ça. C'est de la communication. Tout à fait. En sachant qu'un salarié qui est dans une situation de handicap n'a pas obligation de le signaler à son employeur. Et on peut lui recommander. Et on peut lui recommander, mais
au niveau de l'embauche, souvent, il va pas en parler. Parce qu'il va dire, si je parle de mon handicap, oh là là, le patron, il va sûrement pas m'embaucher parce que il va penser que je risque d'être en arrêt plus souvent qu'un autre ou quoi que ce soit. Donc effectivement, le salarié le garde pour lui tant qu'il n'y a pas, ça n'a pas d'interaction avec son boulot, il va pas parler qu'il est salarié handicapé, qu'il a un problème, ou là l'entreprise, effectivement, serait bien contente de l'apprendre pour certains, se dire, oh, je vais le déclarer, je vais rentrer dans mes 6%. Mais aujourd'hui, un salarié, beaucoup que l'on rencontre dans les entreprises, que je rencontre, disent, oui, j'ai un souci, mais j'en parle pas, et surtout, faut pas en parler, parce que le patron, il va se mettre sur mon dos et il va me virer parce que j'ai tel et tel souci. Donc aujourd'hui, il y a cette peur de dire au patron, je suis dans une situation de handicap. Alors que quelquefois, ça arrangerait le patron. Et je vais prendre un exemple caricatural pour dire quel est le bien fondé d'annoncer son handicap. Quelqu'un qui serait privé de l'odorat, par exemple. Ça n'empêcherait pas de travailler, hein, même dans l'organisation de salon. En revanche, ça permettrait à son manager de savoir qu'il faut toujours qu'il soit accompagné de quelqu'un s'il ne détecte pas une odeur d'incendie, par exemple. Parce que là, ça mettrait en péril la sécurité du reste des salariés. Mais ça n'empêcherait pas de travailler normalement et la connaissance de son handicap remplirait des conditions de sécurité, tout simplement sans qu'il y ait de surcharge de travail et en ayant une minoration de la contribution à la GFIP, ce qui arrangerait tout le monde. Enfin, les comptes des salariés, les comptes des employeurs notamment. Donc c'est pour ça qu'il faut les encourager, leur dire que le handicap, c'est pas forcément quelque chose qui empêche de travailler, et l'expliquer aux employeurs aussi, parce que c'est les employeurs qui ont le mauvais œil sur le handicap. Et là, le message, il a passé par tous les organismes que nous allons interroger durant cette journée, qui, eux, peuvent faire aussi de la pédagogie auprès des employeurs, pour leur dire, un handicapé, c'est pas quelqu'un, c'est pas un sous-travailleur, c'est pas un sous-salarié, c'est pas quelqu'un qui permet juste d'encaisser des aides et qu'on paye un peu moins. Ça peut être un salarié comme les autres. Moi, j'en ai connu un qui souffrait de la sclérose en plaques et qui avait développé un super logiciel à l'époque du Minitel, qui est un émulateur Minitel pour récupérer des adresses bien avant qu'il y ait tous les outils qu'on ait aujourd'hui. Ça ne l'a pas empêché de travailler. Comme il ne trouvait pas d'emploi, il s'est mis à son compte, il a bien gagné sa vie quand même. Tout à fait, mais là, effectivement, et c'est là le message à faire passer, pour nous, en tant qu'organisation syndicale également, quand nous rencontrons les salariés, que leur handicap n'est pas un handicap. Parce que les gens aujourd'hui, je suis handicapé, et certains nous disent, oui, mais je suis pas comme les autres, et les autres me regarderont pas de la même manière. Parce que le problème est avec le chef d'entreprise, mais ce même problème est la vision de ses collègues. S'il dit à ses collègues, je suis handicapé, oh là là, celui-là, il est handicapé, et ça, je l'ai entendu dire, malheureusement, entre salariés, il va faire moins de boulot que l'autre, que moi, et il sera payé comme moi. Et c'est ça aujourd'hui, de faire passer nous, en tout cas, syndicat, de le faire passer au niveau des salariés, et effectivement tous les organismes de l'autre côté de faire passer ce que tu as dit au niveau des employeurs. Pour terminer, je vais vous dire 4 ou 5 chiffres simplement qui sont importants sur ce qu'on a eu en 2016. Aujourd'hui, il y a 12 millions de Français sur 65 millions qui sont touchés par un handicap. Et là, justement, pour te donner un peu les chiffres, et là je vais les lire pour pas dire de bêtises, il y a 13,4% ont une déficience motrice, il y en a 11,4% qui sont atteints d'une déficience sensorielle. On a 9,8% qui souffrent d'une déficience organique. 6,6% sont atteints d'une déficience intellectuelle ou mentale. Et là, ce qu'on a dit dès le départ, il y en a 2 à 3% maximum de la population qui utilisent un fauteuil roulant. Donc on voit par rapport au nombre de personnes qui ont un handicap aujourd'hui déclaré, puisqu'on en parlera peut-être après, mais les déclarations qui sont faites handicapées, qui sont mises par la MDPH, qui sont déclarés par la MDPH, on n'a que 2 à 3%. Effectivement, dans notre secteur, un handicapé, on va se balader sur l'île, sur Lens, on n'en voit pas beaucoup en fauteuil roulant, et c'est ça qu'on... Vous allez faire un tour tous sur Berck-sur-Mer, qui est ici sur la côte, où on soigne les gens en situation de handicap suite à un accident ou quoi que ce soit, là, en fauteuil roulant, on va en voir plein. Et d'ailleurs, c'est marquant. Mais aujourd'hui, celui qui n'est pas en fauteuil roulant, pour les gens, il dit, il est comme moi, il va vivre comme moi, il n'y a pas de souci. Mais s'il dit, je suis handicapé, ah ouais, il est handicapé, mais il vit pas comme moi. Donc, et là je reviens surtout sur le niveau professionnel, ce qui est dur à dire, c'est que certains se disent, ouais, je suis pas comme les autres, je suis pas un sous-homme ou quoi que ce soit, mais je vais être considéré négativement. Donc ça, c'est important à faire rentrer. Et la formation de ce que l'on a, nous, et moi étant élu CHSCT dans mon entreprise, d'expliquer à tous les salariés, etc., que justement, on doit traiter cette personne en situation de handicap comme une autre,
mais surtout l'aider et faire comprendre que cette situation de handicap aujourd'hui peut nous arriver du jour au lendemain et peut arriver autour de nous. Donc ça, c'est le message à faire passer, c'est se dire voilà, aujourd'hui un travailleur handicapé, et il y en a de plus en plus. Là, la vision CGT, effectivement, et je le dis bien, vision CGT, c'est que les employeurs créent de plus en plus d'handicap, et on le voit surtout dans certaines professions qui sont tout ce qui est ce qu'on parle des burn-out. Et là, effectivement, on a des gros soucis aujourd'hui. Les gens ont du mal à récupérer. Alors, juste pour conclure cette première partie, parce que moi, ce que je voudrais arriver à faire avec ces vidéos d'aujourd'hui, c'est de passer au-delà du tabou du handicap. Et au-delà de ce que ce tabou implique. On a eu, il y a quelque temps, sur un salon des comités d'entreprise à Lyon, l'Association des paralysés de France, qui était venue exposer et qui montrait son service d'aide à l'emploi. Et la prestation proposée par l'Association des paralysés de France pouvait être choquante parce qu'ils avaient des statistiques montrant que quelqu'un qui était en situation de handicap moteur était plus présent que les autres, plus productif. Donc dans une société, ce que disait Sylvain, où on met les gens en compétition les uns avec les autres, est-ce qu'il va falloir aussi mettre en compétition les gens en situation de handicap avec ceux qui ne le sont pas pour être plus vendeurs finalement de main-d'œuvre sur un fauteuil roulant ou pas sur un fauteuil roulant ou souffrant de notre handicap. Et si ces vidéos d'aujourd'hui sur ce colloque ici à Lille peuvent permettre à ceux qui vont nous voir, aux internautes, puisque ça va pas mal circuler, de passer au-delà de ça et de considérer qu'un travailleur est un travailleur, un salarié, quelle que soit sa situation vis-à-vis du handicap. Je crois que là, ça aurait bien servi à quelque chose et que ce colloque avec les AGFIP, les SAMET, etc., pourrait faire avancer tous les pions de l'échiquier vers un retour à la normale sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les salariés à cause d'un accident de la vie, parce que on peut avoir des handicaps de naissance et puis on peut avoir des accidents de la vie et quelque chose, une perspective qui se brise à un moment. Et ça, on va travailler, je pense qu'avec les intervenants que j'ai pu rencontrer tout à l'heure, on va pousser un peu plus loin avec garder surtout à l'esprit, brisons ce tabou du handicap. Et dernière chose, et c'est pour ça que les gens ne veulent pas dire non plus qu'ils sont dans le domaine du handicap, puisque plus le handicap est important, plus le taux de chômage est important chez ces travailleurs handicapés, chez les gens handicapés. Et également, dans une dernière enquête qui a été faite en 2016, on a pu remarquer que les travailleurs handicapés, malheureusement, occupent les postes les moins qualifiés dans l'entreprise également. Et c'est pour ça qu'ils ont peur également, certains, de ne pas le dire, de peur de ne pas pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Malgré ce que tu as dit, hein, ils ont des compétences, ils sont capables de faire des choses. Aujourd'hui, le fait de dire, c'est se dire, ah là, si je dis ça, j'aurai plus de progression dans ma boîte. Merci. Bon, on va arrêter ce moment-là et juste se rappeler que Franklin Roosevelt était sur un fauteuil roulant. Ça ne l'a pas empêché de diriger les États-Unis.